Quels sont les avantages et inconvénients d'un blog et d'une chaîne YouTube? Peut-on faire exploser ses résultats en combinant les deux cette année? J'interviewe Olivier Roland, l'auteur du best-seller Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études et fondateur de Blogueur Pro. Il va partager ses meilleures stratégies pour développer votre chaîne YouTube et votre blog, les avantages et inconvénients de chaque plateforme et comment les monétiser de manière efficace. Alors les gars, je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Olivier Roland. Salut Olivier, comment ça va? Salut Olivier, bah écoute, ça va super et j'adore toujours ton prénom, je tiens toujours à le signaler parce que voilà. Alors, je suis très heureux que tu aies accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va comparer un blog à YouTube avec les avantages et inconvénients de chacun d'eux et les meilleures stratégies pour les développer. Alors, c'est un sujet très intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont lancé leur chaîne YouTube et qui envisagent peut-être de commencer un blog. Et puis, il y en a qui ont un blog et qui envisagent peut-être de lancer une chaîne YouTube en parallèle. Alors, avec toutes les questions de stratégie de monétisation qui vont avec, bien sûr. On va parler de ça dans un instant. Mais juste avant, Olivier, pour les personnes qui te découvrent, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que tu fais? Ouais, bah écoute, j'aime bien dire que je suis un prof de liberté, donc je partage sur mes réseaux, donc sur YouTube, sur mes blogs, dans mes livres, hein, t'en as cité un, et bien typiquement comment être plus libre. Donc ça passe par deux choses. D'abord, comment être libre matériellement, beaucoup par l'entrepreneuriat, parce que je pense que l'entrepreneuriat, quand c'est bien fait, c'est vraiment quelque chose qui est libérateur, qui permet de s'émanciper de plein de contraintes qu'a la société. Donc, je partage comment créer, développer un business qui est au service de sa vie, plutôt que sa vie soit au service de son business. Et puis ensuite, comment être libre dans sa tête, en passant notamment par le développement personnel. Comment essayer de devenir la meilleure version de soi-même, comment essayer de s'améliorer jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Super, alors commençons avec les avantages et inconvénients. Je voulais en parler avec toi aujourd'hui parce que tu as une énorme expérience dans les deux domaines, à la fois YouTube et le blogging. Tu as plusieurs blogs et une chaîne YouTube qui est suivie par plus de 265 000 abonnés. Et c'est d'ailleurs la première chaîne YouTube de développement personnel en francophonie. Alors, quels sont selon toi… Entrepreneuriat / dev perso, parce que si c'est juste dev perso, il y en a des plus gros. Ouais. D'accord. Alors, quels sont selon toi les avantages et inconvénients d'un blog par rapport à une chaîne YouTube? Ouais, c'est très intéressant. Alors déjà, et je te le disais d'ailleurs avant en off, je pense pas qu'on doit faire cette dichotomie, c'est-à-dire que dans l'idéal, vous devriez avoir les deux, blog et chaîne YouTube. Après, si vraiment votre temps est limité et que vous posez la question par quoi démarrer, ça vaut le coup de réfléchir à ça. Déjà, je vais adresser quand même quelque chose que peut-être certaines personnes ont, puisque parfois on me dit, mais Olivier, un blog, est-ce que c'est pas super en 2011 comme truc, c'est pas un peu obsolète et tout ça? Alors la réponse est pas du tout. En fait, un blog, c'est un site web, hein, c'est la même chose. Normalement, un blog à la base, c'est une forme un peu spécialisée de site web. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce qui fait la différence. En plus, ces différences sont aujourd'hui négligeables. Voilà, un blog, c'est une forme de site web. Et donc, tout le monde aujourd'hui devrait avoir un site web au centre de son écosystème. Et donc, ça va être les premiers avantages par rapport à une chaîne YouTube d'un blog. Okay, et ces avantages sont les suivants. C'est le seul endroit du web qui vous appartient vraiment. Et ça, donc, le contrario est vrai pour toutes les plateformes, pas seulement YouTube. C'est-à-dire que quand vous développez eh bien, votre audience sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur tout ce que vous voulez, vous développez concrètement votre présence sur des plateformes qui ne vous appartiennent pas. Et voilà, votre blog, vous en êtes le seul propriétaire, il n'y a personne qui peut vous le retirer. Donc, il y a plusieurs grands bénéfices à ça. Le premier, c'est que, c'est ce que je viens de dire, comme vous êtes le seul propriétaire, personne ne peut vous virer de chez vous. Alors que ça peut arriver que sur d'autres plateformes, eh bien, ils changent leurs règles et que d'un seul coup, votre contenu n'est plus compatible avec ces règles, ou alors qu'ils se mettent à interdire. Enfin, il y avait des choses qui étaient interdites en théorie, mais qui n'étaient pas en pratique, et il y a des changements d'algorithmes ou de politique qui font que ça va être surveillé. Ou alors, il y a un jour où vous publiez du contenu par mégarde qui va à l'encontre de la politique de la plateforme, et boum, soit on supprime votre contenu, soit parfois on supprime complètement votre chaîne, votre page Facebook, votre compte, etc., etc. Et ça, bon, c'est pas un problème qui est extrêmement courant. Mais c'est pas non plus rare, ça arrive. Si tu vas dans un événement avec 100 infopreneurs, donc des gens
qui gagnent leur vie sur Internet, notamment en vendant des produits d'information, et que tu demandes qui ici a déjà eu sa page Facebook fermée, son compte publicitaire Facebook fermé, sa chaîne YouTube fermée, tu vas avoir typiquement entre 5 à 10 mains qui se lèvent sur 100 personnes. Donc, encore une fois, c'est pas courant, mais c'est pas rarissime non plus, ça arrive. Et juste cette possibilité que ça arrive, c'est quand même assez dérangeant. Et on a vu, tiens, je vais te poser un quiz. On va voir si tu me réponds, et ce sera un quiz pour l'audience en même temps qu'ils peuvent essayer de trouver. Il y a eu un très grand influenceur qui avait vraiment plusieurs dizaines de millions de followers sur toutes les plateformes, qui s'est fait bannir du jour au lendemain de toutes les plateformes en même temps l'année dernière, et qui était mais vraiment une énorme célébrité. Est-ce que tu sais ouais. Alors, tu me demandes si je sais qui c'est? Oui, voilà, exactement. Alors, tu parles d'un gros influenceur. Est-ce qu'il était américain? Oui. Oui. Est-ce qu'il avait une mèche blonde comme ça avec une drôle de coiffure? Absolument. Voilà, donc voilà, bien sûr, je parle de Donald Trump. Donc Donald Trump, on parle quand même du président des États-Unis. Donc voilà, en termes d'autorité, c'est difficile de faire mieux. Il avait plus de 80 millions de followers sur Twitter, quand même, et des dizaines et dizaines de millions sur les autres plateformes. Il s'est fait virer du jour au lendemain, alors que c'est le président des États-Unis et qu'il avait une énorme audience. Donc, je vais pas rentrer dans les détails de pourquoi il s'était justifié. C'est juste pour dire que si le président des États-Unis avec 80 millions de followers peut se faire bannir, n'importe qui peut se faire bannir. Personne. Oui, on a un exemple un peu plus récent avec une chaîne YouTube française qui s'appelle DJ Plomberie. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Le gars, il a 140 000 abonnés. Il avait 230 vidéos sur sa chaîne et il a fait un direct pendant lequel un de ses abonnés, il l'a fait rentrer dans le direct, si tu veux, et ce gars-là a diffusé une image graphique. Le temps de le sortir du live, ça a pris 2-3 secondes. 45 secondes plus tard, sa chaîne était supprimée. Ah ouais? Ouais. Waouh! Tu vois, et alors après, je te dis voilà, pour le SAV YouTube, etc. Bon, le gars, il a mobilisé après tous ses abonnés, etc. On en a parlé dans la presse. Il y a Combini qui a fait une vidéo sur le sujet, etc. Donc finalement, il a récupéré son compte. Mais bon, le stress, quoi. Le méga stress. Gros stress, énorme perte de temps, frustration, perte de chiffre d'affaires, parce que je sais pas combien de temps ça a duré, mais pendant ce temps-là, il y avait plus aucune vue, plus de voilà. Donc, voilà, un autre exemple que je connaissais pas, mais des exemples comme ça arrive, et c'est le problème quand vous développez votre audience sur des plateformes qui vous appartiennent pas. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas les utiliser. Il faut juste les utiliser en ayant conscience de ce problème-là, et c'est pour ça que vous devez mettre votre blog au centre de votre écosystème. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, qui est directement liée au fait que vous êtes le propriétaire, c'est que également sur ces plateformes, vous n'êtes pas propriétaire de l'interface. Et ça, c'est important parce que, admettons que vous ayez créé un nouveau produit que vous voulez le promouvoir, ou vous organisez un événement dans votre ville, par exemple. Et là, vous vous dites, hey, voilà, ça serait super. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une grosse bannière sur la colonne droite de ma chaîne YouTube. Comme ça, à chaque fois que les gens verront ma vidéo, une de mes vidéos, il y aura une grosse bannière qui va mettre en avant ce produit ou cet événement. Bah, vous pouvez pas. Parce que vous êtes sur une plateforme qui vous appartient pas. Donc, vous n'êtes pas libre de changer l'interface comme vous le voudriez. C'est pas possible, en fait. Sur votre blog, du jour au lendemain, vous pouvez mettre une bannière rose fluo qui clignote. Alors, je vous recommande pas de faire ça, mais c'est possible en tout cas, sur la barre droite de votre blog. Et là, d'un seul coup, tout le contenu que vous avez déjà publié se met à travailler pour vous, pour promouvoir cet événement ou ce produit. Et ça aussi, ça fait une différence énorme dans votre succès à long terme. Quand on est infopreneur, donc c'est-à-dire le business model de l'infoprenariat, je le résume rapidement. Vous publiez du contenu, c'est ce que tu fais, hein, Olivier, parce que bon, tu fais partie des élèves blogueurs pro, et vous publiez du contenu gratuit qui va attirer des gens, des prospects qualifiés qui peuvent être intéressés par vos produits et services. Donc là, par exemple, dans ton cas, c'est comment augmenter ses ventes avec la vidéo. Derrière, eh bien, tu proposes un bonus, quelque chose qui va inciter les gens à s'inscrire à ta newsletter, parce que du coup, tu vas avoir leur contact et tu vas pouvoir les contacter quand tu le souhaites, à bien sûr une fréquence raisonnable quand même. Et là, ça devient des prospects qualifiés. Et derrière, dernière étape de l'entonnoir, pour ceux qui veulent aller plus loin, tu proposes des prestations, des produits physiques, mais typiquement, parce que c'est ça qui est le plus facile à faire, c'est ça qui est le plus scalable, c'est ça qui a la meilleure marge, des produits numériques, typiquement des formations en ligne. Et donc, le taux de conversion principal qu'on mesure avant tout dans un business model comme ça, c'est quel est le pourcentage de gens
qui regarde mon contenu et qui se retrouve inscrit dans ma mailing list. Eh bien, sur votre site web, sur votre blog, vous allez avoir un taux de conversion qui va être largement supérieur à celui que vous aurez sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, parce que, encore une fois, vous maîtrisez l'interface. Donc, sur 100 personnes qui vont lire un article, sur un blog, c'est pas trop dur d'avoir, alors 2,5, bon, c'est le taux, hein, 2,5 à 5 personnes, donc 5% de gens qui s'inscrivent à votre mailing list. Si vous avez 2% en organique, donc sans faire de pub sur YouTube, vous êtes un dieu vivant, quoi. Vous avez de la lumière, enfin, vous brillez la nuit, c'est génial pour aller en boîte. Quand vous rentrez au YouTube Space, vous avez une lumière qui tombe du ciel et tout. Enfin, c'est incroyable. Alors que sur votre blog, vous avez juste raté votre vie si vous avez 2% de conversion. Et ça, du coup, ça a un impact énorme sur le long terme. Et c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Alors, je voudrais peut-être juste dire un truc par rapport à l'interface, Olivier, si tu me permets, c'est qu'on a vu récemment justement un exemple concret sur YouTube qui illustre ce que tu es en train de dire, c'est que YouTube vient de supprimer la mention « je n'aime pas ». Tu vois, donc c'est une modification sur l'interface de YouTube et on n'a rien pu faire. Il y a même le gars de Linus Tech Tips, tu vois, qui est une chaîne YouTube américaine de 14 millions d'abonnés, qui a demandé d'avoir un rendez-vous chez YouTube. Il a eu son rendez-vous, il a publié ensuite un truc sur Twitter pour dire qu'ils n'avaient absolument rien écouté de son feedback parce que bon, lui était vraiment totalement opposé à ça avec toute sa communauté. Et donc ça, c'est vraiment un exemple de changement d'interface sur lequel on peut absolument rien faire. On doit juste l'accepter et on peut se poser la question dans le futur, si à un moment YouTube décide de interdire les liens sortants dans la description, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Et là, de nouveau, quand on a un blog, on est au moins maître de l'interface. Je te laisse continuer sur les points suivants. Non, mais c'est un excellent exemple. Tu vois, Facebook, du jour au lendemain, ils ont mis un message d'avertissement. Quand tu cliques sur un lien de sortie, ils te disent « Attention, mon Dieu, vous allez sortir de Facebook. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de faire ça? Là, vous étiez au paradis, vous allez aller en enfer. Méfiez-vous. » Tu vois, donc bon, déjà, forcément, ça diminue ton taux de conversion. Avant, sur YouTube, il y avait des annotations qu'on pouvait placer partout dans la vidéo qui étaient cliquables. Ils ont viré ça du jour au lendemain. Enfin voilà, il y a des tas de choses comme ça. Le problème, c'est qu'en fait, les plateformes vont faire évoluer les interfaces. Moi, ce que je dis toujours, c'est que on ne sait pas dans 10 ans quelles vont être les plateformes à succès, quels vont être les médias sociaux qui ont remplacé les autres et tout ça. Il y a une chose, on est absolument certain, c'est que les interfaces auront complètement changé dans 10 ans. Elles se ressembleront pas du tout aux interfaces qu'on a maintenant, parce que voilà, ils évoluent en permanence. Et le truc, c'est que quels sont les objectifs de ces changements d'interface chez les plateformes? C'est toujours des objectifs qui vont dans l'intérêt de la plateforme et jamais dans votre intérêt à vous. Alors, bien sûr qu'ils vont faire quand même attention à ce que les nouvelles interfaces ne vont pas, par exemple, réduire le taux de visionnage des vidéos sur YouTube ou la consommation de contenu. Mais si vous êtes une victime collatérale d'un changement, ils s'en foutent complètement. Eux, ce qui les intéresse, c'est, grosso modo, est-ce que ça nous aide pour notre business ou pas? Donc, il faut bien se rendre compte de ça. Et vous êtes quelque part otage de la plateforme, vous êtes otage de ses politiques, vous pouvez donc vous faire virer du jour au lendemain, vous êtes otage de ces changements d'interface, vous êtes aussi otage de ces changements d'algorithme. Et ça, c'est le troisième point positif, avantage d'un blog par rapport aux plateformes de médias sociaux, c'est que c'est beaucoup plus stable dans le temps que les autres plateformes. Parce que voilà, moi je me rappelle encore, en 2015, il y avait des gens qui disaient « Bon, les blogs, tout ça, ça sert à rien, les emails, c'est mort, maintenant tout le monde doit créer du contenu. » Non, avant 2015, c'était genre 2014, tout le monde doit créer du contenu sur les pages Facebook et tout ça. Et en 2015, Facebook a dit « Hey, voilà, écoutez les amis, bonne nouvelle, on a beaucoup réfléchi et on s'est dit qu'en fait, à partir de maintenant, il y a quasiment, quand vous allez publier du contenu gratuitement, il y a quasiment plus personne qui va le voir parmi vos abonnés. Voilà. Et si vous voulez que les gens voient votre contenu, vous allez devoir payer. Merci, au revoir. Voilà. Et donc, du jour au lendemain, tu as la portée organique des pages Facebook qui s'est effondrée et tu as des business entiers qui se sont retrouvés sur la paille à cause de ça, parce qu'ils étaient trop dépendants de cette plateforme-là. Alors on va me dire parfois oui mais Olivier d'accord mais bon sur un blog le trafic il vient de Google, on est d'accord, et donc du coup Google c'est aussi un algorithme et là cet algorithme il change et c'est vrai, mais moi j'ai démarré mon premier blog fin 2007, donc ça fait 14 ans, plus de 14 ans là que j'ai des blogs, et je peux vous dire quelque chose, l'algorithme Google est infiniment plus stable que tous les autres algorithmes des plateformes. Il y a pas de comparaison possible. Et oui, bien sûr qu'il y a
Oui, Si tu vas-y. me permets, Olivier, je pourrais même rebondir là-dessus parce que j'ai l'historique du changement de l'algorithme. Je vais le faire très rapidement, mais rien que sur YouTube, on a l'impression que ça n'a pas beaucoup évolué. Et pourtant, en 2005, eh bien, c'était un algorithme qui favorisait vraiment les clics et les vues. En Donc, 2015, une tu veux vidéo dire, qui non? faisait beaucoup de vues et beaucoup de clics était vraiment recommandée par l'algorithme YouTube. Du coup, ça a donné les problèmes des titres putaclic avec des miniatures vraiment tapageuses et un contenu qui était vraiment décevant. Ils ont changé ça en concentrant leur algorithme sur les durées moyennes de visionnage. Donc, quelqu'un qui regardait longtemps une vidéo était censé apprécier cette vidéo. Donc, c'était une vidéo qui devait être recommandée, sauf qu'il y a des petits malins qui se sont mis à augmenter la longueur de leur vidéo pour avoir des durées moyennes de visionnage plus importantes. Après ça, ils ont changé. Ils ont dit, bon, ben maintenant, on va essayer de voir si comment l'utilisateur apprécie le contenu. Donc, il fallait évaluer les vidéos. Je ne sais pas si tu te souviens de ça avec les petits smileys où tu devais dire, j'ai apprécié cette vidéo. Et puis, alors, tu devais cliquer sur le petit smiley. Et ensuite, après ça, ben, maintenant, ils se retrouvent avec des problèmes, justement, dont on a parlé juste avant, des marques qui veulent pas être que leur nom se retrouve à côté de vidéos de djihadistes, des politiciens qui se disent ben, les algorithmes, ça peut être dangereux avec des contenus qui peuvent monter les gens les uns contre les autres, la On voit ça, désinformation, ouais. etc. Et donc, finalement, Des tu te retrouves silos avec un algorithmiques, algorithme qui ouais. est très, très, très sensible. Et donc là, on a vu avec DJ Plomberie, il y a juste une image qui apparaît comme ça, et c'est tout à fait justifié. Hein, je ne veux pas rentrer dans un débat là-dedans. Mais voilà. Et donc, nous, en Ouais. tant que créateurs de contenu, on se dit, mais est-ce que ma chaîne ne va pas être supprimée? On ne sait jamais, puisque en plus, tout ça Il y a évolue plein de tout le youtubeurs temps, qui quoi, tu vois. râlent. Là, je voyais, il y a une chaîne que j'adore, c'est le joueur du grenier, c'est mon côté ancien geek. Voilà, c'est une chaîne où il rigole avec des vieux jeux vidéo pourris. Et il expliquait qu'il a dû faire 2 versions d'une vidéo pour Duck Nukem. Donc Duck Nukem, c'est un jeu assez trash où il y a, voilà, c'est pas politiquement correct. Et il y avait des moments où on voyait, je sais plus si c'était des seins nus ou quelque chose comme ça. Ça passait pas, ça passait pas. Et j'ai un ami youtubeur qui a fait une vidéo sur l'art préhistorique où on voit des statues préhistoriques, donc de femmes nues, mais je veux dire très stylisées, hein, c'est des Vénus, quoi. Des trucs préhistoriques. Ça passait pas, les algorithmes décidaient de démonétiser la vidéo. C'est quand même incroyable. Il a dû flouter des seins de statues préhistoriques. Enfin, on voit encore un exemple et les gens pètent des câbles avec ça. En plus, là, on a aussi un problème d'une sorte d'impérialisme culturel parce que les Américains sont beaucoup plus prudes que les Européens sur le sexe. Et du coup, ils nous imposent leurs normes culturelles qui nous choquent pas du tout. Enfin, dire des seins sur des statues, on s'en fout complètement, quoi. On est d'accord. Donc, et puis on a quand même plus de tolérance là-dessus que les Américains. Enfin voilà, donc il y a des tas d'exemples comme ça. Et donc oui, l'algorithme de Google change, hein, pour revenir là-dessus. Mais à partir du moment où vous respectez les fondamentaux de Google, qui sont à peu près les mêmes depuis 2000, hein, c'est-à-dire vous créez du contenu de qualité, vous optimisez votre SEO interne et vous faites en sorte d'avoir des liens de qualité qui viennent de sites d'autorité à l'extérieur. Et puis, vous essayez pas trop de tricher, vous tombez pas dans le black hat et tout ça, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et mes élèves me disent à quel point c'est vraiment une sérénité pour eux de voir la stabilité qu'ils ont dans le temps avec ce trafic, alors que sur les autres plateformes, ça peut être très en dents de scie et le moins de changement d'algorithme peut faire complètement s'effondrer ton business. Donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir de tout ça. Bon, déjà, je tiens à dire quand même que parmi toutes les plateformes de médias sociaux, YouTube a probablement l'algorithme le plus stable. Hein, c'est quand même plus stable qu'Instagram, Facebook, Snapchat et ce genre de trucs. Mais ça reste beaucoup moins stable que l'algorithme de Google et que le trafic que vous pouvez avoir sur un blog. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que vous ne devriez jamais, jamais, jamais dépendre d'une seule plateforme. C'est vraiment une hérésie. On sait bien en investissement que ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est vraiment un conseil important pour 99% des gens. Et c'est la même chose en entrepreneuriat. Vous ne devriez pas dépendre d'une seule plateforme ou vous ne devriez pas dépendre d'un seul client, etc., etc. Donc, réfléchissez en termes d'écosystème. Et je sais que tu m'as demandé de faire un peu un fight entre blog et YouTube, mais tu vois, c'est plutôt complémentaire en fait. Réfléchissez en termes d'écosystème. Quand vous avez une plateforme qui se développe beaucoup plus qu'une autre, essayez de faire vase communicant en invitant les gens dans cette plateforme à aller sur une autre pour pas que vous ayez trop de déséquilibre, et surtout mettez blog au centre de l'écosystème, c'est-à-dire que vraiment pensez blog en premier parce que c'est le seul endroit qui vous appartient. Vous êtes maître de l'interface, vous allez avoir un meilleur taux de conversion et vous allez avoir plus de stabilité dans le temps que avec les autres plateformes.
Ah ouais, après, donc, je peux parler des avantages de YouTube par rapport imaginons que quelqu'un se dise vraiment, non, soit c'est un blog, soit c'est une chaîne, je fais pas les deux. Là, je peux parler des avantages de YouTube quand même. Sur un blog, finalement, l'essentiel du contenu va être publié sous format texte. Bien sûr, on peut aussi publier des podcasts qui vont être écoutables sur le blog directement, mais liés à iTunes, à Deezer, à Spotify, ce genre de trucs. Mais voilà, il faut quand même dire que c'est des formes de contenu qui sont tout à fait valables, adaptées, que les gens consomment beaucoup. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, se priver de vidéo, c'est quand même compliqué parce que la vidéo, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus de la rencontre en face à face, avec tous les avantages que ça a en termes de connexion émotionnelle, comment dire, facteur de sympathie, mais avec la scalabilité d'Internet, c'est-à-dire que potentiellement vous pouvez toucher des millions de personnes avec une vidéo. Ensuite, donc il y a ça, parce que quand je reprends les 3 piliers de ce que j'enseigne, tu sais, j'en parle dans mon livre Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog. Tiens, est-ce que tu te rappelles de ces 3 piliers d'ailleurs, Olivier Juprel? Alors, les 3 piliers de la réussite d'un blog. Ça fait longtemps quand tu t'es inscrit, donc je sais pas si tu te rappelles. Je suis inscrit en été 2017. Voilà. Ok. Alors, je me souviens très bien des 3 piliers. Le premier, c'est l'autorité. Est-ce que c'est ça? Ouais. Le deuxième, c'est le trafic. Et le troisième, c'est la relation. Voilà, j'aime bien squeezer, faire des petits squeezes. Est-ce que j'ai bien répondu? Non, parfait, nickel, 20 sur 20, 25 sur 20, parfait. Donc c'est ça, donc trafic, autorité, relation. Parce que bon, sans trafic, vous n'avez pas de business, ça c'est clair, tout le monde l'a compris. Par contre, derrière, si vous avez beaucoup de trafic, mais que les gens ne perçoivent pas que vous avez quelque chose d'intéressant à dire, vous n'avez pas de compétences dans un domaine qui les intéresse, ils vont pas acheter chez vous, c'est normal. Et en plus, s'ils vous trouvent antipathique, ils vont pas non plus forcément acheter, d'accord? Donc, ce qui est bien avec YouTube, c'est que bien sûr, ça vous permet de générer du trafic. Bien sûr, ça vous permet de montrer votre autorité et vos compétences, mais ça, c'est le meilleur canal, la vidéo, pour générer de la sympathie auprès de votre audience. Parce que voilà, ça vous montre comme quelqu'un de vraiment très humain. Alors que dans un article, c'est plus difficile de se connecter émotionnellement à l'auteur. Avec l'audio, c'est déjà un peu mieux parce qu'il y a tellement de choses qui passent par la voix. Mais vous voyez, juste en entendant ma voix, il y a déjà quand même pas mal de choses qui passent par rapport à du texte. Mais la vidéo, bien sûr, c'est infiniment mieux parce qu'on a tout le langage du corps, les expressions du visage, etc., etc. Donc ça permet de vraiment gagner en sympathie auprès de son audience, gagner en humanité. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que les gens, ça s'intéresse personne d'être un numéro dans une boîte, d'interagir avec une boîte corporate qui parle avec un jargon B2B incompréhensible. Ce qu'on veut, c'est se connecter à des êtres humains, à des gens qu'on connaît. Et tu peux pas savoir, je suis sûr que tu as eu les mêmes réactions, mais le nombre de fois où des gens que je rencontre dans des événements ou qui me reconnaissent dans la rue, tout simplement, me disent « Ah, Olivier, écoute… Bon, ça va te faire bizarre, mais moi je te connais, mais toi tu me connais pas, mais moi je te connais. Tu vois. Et j'ai vraiment l'impression de te connaître parce que j'ai regardé tellement de tes vidéos et tout ça. Tu sais, c'est drôle. Il y a une fois, je me rappelle au Québec, il y a une femme qui m'a dit « Ah Olivier, faut que je te dise, tous les jours je regarde tes vidéos. » Et là, elle fait une petite pause, elle rigole, elle sourit, elle me fait « Dans mon bain, tu vas dans mon bain et tout. » Et enfin voilà, et t'as des tas de gens qui vont te donner des feedbacks comme ça, qui montrent que vraiment tu fais partie de leur quotidien. Ou en tout cas, tu fais partie de leur vie quotidienne. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même plus difficile à faire avec juste du texte. C'est quelque chose qui est atteignable avec de l'audio, mais quand même, il manquera un élément, tu vois. Bon, après, là, je parle de vidéos. Ces vidéos peuvent être sur TikTok, peuvent être sur Instagram, peuvent être sur Facebook. Mais si vous faites des vidéos, c'est quand même dommage de vous priver de YouTube. Tant qu'à faire, c'est quand même la plateforme phare pour les vidéos. Et donc, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas l'utiliser. Après, souvent, l'avantage, c'est que c'est très similaire du blog, justement, avec des principes de référencement qui font que tes vidéos sont vues des semaines, des mois, des années après leur publication. Ce qui est le cas des articles de blog. Il y a une on en a pérennité pas parlé du de contenu. cet avantage. Mais Ouais. alors que sur Facebook et les autres réseaux sociaux, après mais là, 24 heures, tu en général, anticipes le point que j'allais dire là. Mais oui, pardon, tout à fait. écoute, je te laisse y aller alors, vas-y. Parce que donc voilà, le deuxième point, c'est que finalement, YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche le plus populaire après Google. Donc, déjà, il y a quand même pas mal de trafic sur YouTube qui vient de Google directement. Ça, c'est important aussi à considérer. Mais il faut bien comprendre que si vous n'êtes pas sur YouTube, vous vous privez d'un moteur de recherche qui est quand même très populaire et très important. Et donc, c'est ce que tu disais. Donc, un autre gros avantage du blog, et ça, c'est aussi un avantage que YouTube a par rapport aux autres plateformes,
Et ça, c'est extrêmement important. C'est une des clés pour avoir un business sur le web au service de votre vie. Parce que je vous pose la question, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez fait une recherche dans Google et que vous êtes tombé sur un post Facebook, un post Instagram, un tweet, du contenu de TikTok? Je vous pose la question. Je pense qu'on est d'accord, ça remonte à très longtemps, voire jamais, d'accord? À moins que vous ayez vraiment fait une recherche extrêmement précise pour tomber pile poil sur ce contenu. Parce que c'est du contenu sur ces plateformes-là qui est extrêmement éphémère. Grosso modo, il a une durée de vie de quelques heures, parfois de quelques jours, mais sans plus. Et une fois que sa durée de vie est terminée, il tombe dans les labs d'Internet et c'est fini. Il est dans les oubliettes et plus jamais il vous apportera quoi que ce soit. Le gros avantage des articles d'un blog, c'est que vous avez une pérennité de ce contenu-là qui est extrêmement importante. En particulier, si vous suivez la stratégie que je recommande, qui est de créer du contenu sans date d'expiration, donc du contenu qui sera toujours valable dans 2, dans 3, dans 5, dans 10, dans 20 ans. Alors, autant que faire se peut en fonction de votre domaine, bien sûr. Mais par exemple, si vous enseignez le judo, probablement ce que vous enseignez, ce sera toujours valable dans 20 ans. D'accord? C'est sûr que si vous êtes dans un domaine technologique, c'est déjà plus dur. Mais voilà, il faut faire au mieux là-dessus. Moi, il y a des articles que j'ai écrits il y a 15 ans, bon, pas il y a 15 ans, mais il y a 12 ou 13 ans, qui sont toujours valables aujourd'hui et qui continuent tous les jours à m'amener des visiteurs, des prospects et des clients. Et bien sûr, on les met à jour de temps en temps, mais ça ne demande pas beaucoup de temps. D'accord? Les vidéos sur YouTube n'ont pas une durée de vie aussi longue que les articles d'un blog, mais ont une durée de vie largement supérieure aux posts de tous les autres médias sociaux. Et il faut savoir que 80% des recherches qui sont faites sur Internet sont faites sur le moteur de recherche Chrome de Google, quoi. On a la Russie qui est sur Yandex, on a la Chine qui est sur Baidu, mais le reste du monde, 80% des recherches mondiales sont faites sur ces moteurs de recherche-là. En France et en francophonie, Google, c'est 95% de part de marché. Donc, voilà, c'est ça. Ouais. En France, c'est un peu plus encore. Ouais. On peut vraiment ignorer les autres trucs, quoi, c'est clair. Ouais. Je ne saurais pas dire, par contre, quel pourcentage de Google est YouTube, mais c'est aussi colossal. C'est un moteur de recherche interne, pour le coup, mais qui est vraiment extrêmement important. Voilà, on peut très bien avoir publié des vidéos il y a 5 ans qui continuent à amener du trafic, des produits des clients. Par contre, quand même, il faut dire que ça vieillit quand même plus vite, déjà parce que l'algo va mettre moins en avant ça quand même, et aussi, il y a la qualité des vidéos qui augmente au bout d'un moment. Par exemple, là, en 2015, je publie encore des vidéos en 720p, voire en 360. Aujourd'hui, c'est une hérésie de faire ça, et clairement, l'algo, il met plus en avant ce genre de truc. Là, aujourd'hui, je publie toutes mes vidéos en 4K. Non pas que ça soit important aujourd'hui, mais j'anticipe pour que dans 5 ans, quand tout le monde aura des télé 4K, que tout le monde, que le 4K, ça sera vraiment la norme, que mes vidéos restent d'actualité au niveau technique. Après, il y a aussi les styles vestimentaires qui changent, mais là, on parle plutôt à des horizons de 10, 15 ans. Mais par exemple, quand on voit une vidéo des années 90, on repère immédiatement. Pareil, années 80, etc. Années 2000 aussi, mais moins déjà, tu vois. Donc voilà. Après, bon, faut voir quel est le niveau de pérennité que vous visez. Mais il y a ces considérations-là aussi. Super, Olivier. Alors on va peut-être se résumer très rapidement sur les avantages et inconvénients. On remarque que d'un côté, on a YouTube qui est gratuit, qui en plus est le deuxième moteur de recherche, enfin le deuxième plus gros site au monde sur lequel il y a un trafic énorme et on peut se lancer assez rapidement. En même temps, tu as évoqué les problèmes de la non-propriété avec toutes les conséquences que ça a sur le changement des conditions d'utilisation, sur les changements d'interface, le fait de pouvoir se faire supprimer son compte, les algorithmes qui évoluent, etc. Et aussi peut-être, on l'a pas évoqué, mais la difficulté pour les débutants de vraiment créer une première vidéo, c'est pas si facile que ça. À côté de ça, on a un blog, bien justement, qui va être peut-être facile à mettre en place parce qu'aujourd'hui, un blog, on peut mettre ça en place assez rapidement. Ça coûte vraiment pas cher et c'est quand même plus simple, j'ai l'impression, de commencer à écrire un article. Tu vois, ça se fait assez rapidement. Il n'y a pas besoin d'être bien habillé, d'avoir la bonne caméra et puis après, il n'y a pas besoin de faire un travail de montage, de la mettre en ligne, de faire la promotion, etc. Enfin, quoique un article blog, il faut quand même faire la promotion. Mais à côté de ça, peut-être qu'on ne pourra pas bénéficier, en tout cas au départ, d'un trafic du deuxième site le plus gros du monde. Ce serait un bon résumé pour toi? Oui, alors en termes de rapidité de croissance, je pense pas que sur YouTube, ça peut être plus rapide.
Mais dans les faits, pour la plupart des gens, que ce soit blog ou YouTube, ça va prendre plusieurs mois quand vous faites que de l'organique au début pour que ça commence à avoir de l'attraction, quoi, de l'élan. Et ça, c'est là où la plupart des débutants abandonnent parce qu'au début, vous faites beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Mais par contre, le gros avantage, que ce soit blog et YouTube, c'est que au bout d'un moment, vous allez avoir du contenu. Enfin, le fruit de votre travail va se mettre à travailler pour vous. Ça, c'est un des gros avantages. Mais voilà, l'inconvénient, c'est que c'est un peu plus long à démarrer, c'est un peu diesel. Au début, on est en première, donc on dépense beaucoup d'énergie pour passer de 0 à 20, et voilà. Et ça pollue, ça envoie c'est pas efficient, mais voilà. Donc, une fois que vous avez passé la seconde, ça va déjà mieux, puis après, vous vous retrouvez en fond de cinquième, et c'est du bonheur. C'est du bonheur. Olivier, justement, je sais que tu as une approche très 20-80 des choses, 20% d'efforts pour 80% des résultats. Et donc, justement, j'aimerais rapidement que tu nous donnes un petit peu quelles sont tes méthodes aujourd'hui pour être le plus efficace possible avec ta chaîne YouTube et tes articles de blog. Alors, écoute, les articles, ça va te paraître peut-être incroyable, mais ça fait je pense que ça fait 8 ans que j'ai pas écrit un seul article de blog, parce qu'aujourd'hui, j'ai une équipe, en fait, de rédacteurs et de chroniqueurs qui font ça pour moi. Donc, voilà une manière très 20-80 de le faire. Si après ta question, c'est plus pour les débutants, je peux te répondre. Mais là, tu m'as demandé ce que je faisais moi. En termes de vidéos YouTube, alors, j'ai eu plusieurs périodes. J'ai fait 3 défis pendant lesquels j'ai publié une vidéo par jour pendant 1 an. Et même le premier défi, c'était même 465 jours d'affilée. J'ai jamais raté un seul jour. Et c'était un des trucs, à l'époque, l'algorithme valorisait énormément le contenu quotidien, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Enfin, il le valorise moins. J'étais vraiment… comme je voyageais 6 mois par an, littéralement, je me baladais dans le monde entier et je filmais soit avec mon iPhone, soit avec d'autres caméras. Et puis, j'avais ce process de me dire, OK, j'ai parlé de ça, voici les bullet points. Et c'est un jeu vidéo, j'ai 10 minutes pour parler du truc. Si j'hésite, si je me trompe, c'est pas grave. C'est comme si j'étais sur scène devant 200 personnes. Et du coup, je vais pas rembobiner sur scène. Là, c'est pareil, j'ai pas coupé pour éditer. Et je publiais comme ça. Puis au fur et à mesure, j'ai raffiné le truc. Et aujourd'hui, j'ai une équipe qui s'occupe de tout, qui monte, qui fait les vignettes et tout ça. En termes de contenu, dès que j'ai des idées, je les note dans un fichier et ça me prend très très peu de temps de tourner tout ça. Également, quand je vais à un événement, souvent je suis invité en tant que speaker, il y a plein de gens qui vont forcément venir me poser des questions. Et là, j'ai toujours quelqu'un qui m'accompagne en permanence parce que de toute façon, c'est des questions. Moi, je me dis quand quelqu'un me pose une question, il y a probablement des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui se posent la même. Donc, à chaque fois que quelqu'un me pose une question, c'est du contenu potentiel. Et donc, je suis dans cette démarche que de toute façon, je suis là, c'est du temps que je prends, c'est des questions qu'on me pose. Donc, quand c'est filmé, j'ai un effet de levier énorme, tu vois, parce que moi, j'adore trouver des trucs comme ça où sans effort supplémentaire, j'ai davantage de résultats. Ça fait partie du 20-80. Là, j'ai des efforts que de toute façon, je ferai et je me crée un effet de levier absolument démentiel juste en ayant quelqu'un qui me suit en permanence. Moi, j'ai un micro sur moi et qui me filme. Et voilà, ça me demande pas de travailler en plus, mais ça crée du contenu qui va être vu par des milliers de personnes en plus. Donc, voilà un exemple simple et efficace de 20-80. Ouais, bien sûr. Alors en plus, ce que tu fais sur les événements, non seulement tu filmes les questions que les gens peuvent te poser après l'événement, mais tu demandes aussi les images, en tout cas de certains événements auxquels tu as participé. Bien sûr. On se souvient notamment sur ta chaîne d'un événement auquel tu as participé qui s'appelle Quitter la rat race. Et c'est une des vidéos les plus vues sur ta chaîne avec presque 700 000 vues, je pense. Et c'est une conférence que tu as donnée. Alors, il y avait déjà plusieurs milliers de personnes, je pense, enfin, je ne sais pas, dans la salle. Oui, il y avait 1000. Oui, voilà, on voit un excellent exemple de l'effet de levier. Et là, ça, c'est vraiment un très bel exemple de l'effet de levier. Alors, est-ce que tu utilises la technique aussi que nous, on recommande chez Stratégie Vidéo, de décliner tes vidéos en articles de blog? C'est quelque chose que tu pourrais faire ou que tu as déjà fait? Mais bien sûr, moi, ce que je recommande, c'est toujours, à partir du même… Ça fait partie de cette stratégie d'avoir plus de résultats avec la même quantité d'efforts. À partir d'un contenu, vous devriez le décliner sur tous les supports possibles. Donc, articles, vidéos, et audio. Et maintenant, j'ai même ajouté graphisme, puisque j'ai un illustrateur qui en fait des planches de BD, des vignettes, d'illustrations, etc., etc. Donc, c'est parfait pour Instagram et ce genre de choses. Pour Telegram aussi. Bien sûr, c'est ce que je recommande de faire. Super, Olivier. Alors, si tu devais accompagner une personne qui veut se lancer aujourd'hui sur YouTube et dans le blogging pour commencer vraiment à gagner sa vie, à gagner de l'argent en ligne, en sachant, comme on l'a vu, qu'il y a du monde, il y a de la concurrence, à la fois sur le blogging, mais aussi sur YouTube. Alors, qu'est-ce que tu dirais, quoi? Alors, c'est vraiment quelqu'un qui est débutant. Donc, supposons que moi, je sois débutant et j'ai besoin d'être
coaché par Olivier Roland. Justement, qu'est-ce que tu me conseillerais? Par quoi est-ce que je devrais commencer? La première chose à déterminer, c'est dans quoi tu veux te lancer en fait. Et puis déjà de voir si tu as qu'est-ce que tu veux accomplir. La plupart des gens qui suivent mon contenu veulent créer ou développer une boîte sur le web qui soit au service de leur vie. Voilà. Et typiquement, ils rêvent. Je vais donner le profil type, c'est un cadre bac+5 qui a un bon boulot dans une bonne boîte, une bonne situation et tout ça. Mais typiquement, il se fait chier comme un rat mort, il faut le dire. Ou alors, vraiment, il se sent plus du tout porté par ce qu'il fait et il rêve de devenir son propre patron, de créer sa propre boîte, de devenir plus libre et de se lancer dans une aventure qui le motive et qui a de la gueule, tu vois, qui vraiment va l'inspirer. Et donc, dans ce cas-là, donc si tu pars d'une situation comme ça où tu te dis ouais, moi je rêve vraiment de créer ma boîte ou de la développer, maintenant on se dit ok, dans quoi tu vas la lancer? Et donc, il y a plusieurs stratégies pour déterminer le domaine dans lequel tu vas te lancer. Moi, ce que je recommande, c'est je m'inspire un peu. Enfin, je dis ça. Moi, quand j'ai créé cette méthode, je connaissais pas l'ikigai, mais je me suis rendu compte après qu'il y avait beaucoup de points communs. Donc, l'ikigai, c'est un concept japonais qu'on pourrait traduire par raison d'être et qui est au carrefour de 4 choses. Pour les Japonais, quand vous trouvez votre ikigai, quand vous trouvez votre raison d'être, c'est que vous avez trouvé quelque chose qui est au carrefour de quelque chose qui vous passionne, qui est une compétence que vous avez, qui vous rapporte de l'argent et qui, en plus, est une mission de vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous voulez voir, c'est le changement que vous voulez voir dans le monde. Quand vous trouvez quelque chose qui est au carrefour de ces 4 choses, vous avez votre raison d'être. Et c'est difficile de pas être heureux, de pas être motivé, de pas être content quand vous avez ça. Le truc, c'est que c'est pas facile de trouver son ikigai, en particulier si c'est le premier business que vous créez. Moi, par exemple, le tout premier business que j'ai créé, moi, j'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer ma première boîte. C'était une boîte de services informatiques. C'était une passion. Je suis passionné par l'informatique. C'était une compétence. Il y avait un potentiel économique, mais c'était pas ma mission de vie. Tu vois, j'étais pas spécialement emballé par l'idée de rendre l'informatique meilleure pour le monde. Tu vois. Bon, c'est pas un truc qui me porte plus que ça. Par contre, aujourd'hui, ce que je fais, qui est donc d'enseigner aux entrepreneurs et aspirants entrepreneurs à développer, à avoir une boîte au service de leur vie, donc avoir aussi un bon équilibre entre leur vie pro et perso. Là, c'est l'ikigai parce que c'est oui, passion, compétence, oui, potentiel économique, bien sûr, et c'est le changement que je veux voir dans le monde, tu vois. Plus entrepreneurs avec une vie plus équilibrée, et pas des gens qui se tuent à la tâche, tu vois. Mais donc voilà, moi ce que je recommande, c'est d'avoir cette idée d'ikigai en tête, mais sans non plus être trop rigide là-dessus, parce que c'est pas grave si votre première idée de business c'est pas un ikigai, ok? Mais c'est cette idée d'aller au maximum se rapprocher de ça et d'essayer de cocher un maximum de ces cases. Et en tout cas, le plus important parmi tous ces critères, c'est le potentiel économique, parce que si vous êtes passionné, que vous êtes compétent, que c'est votre mission de vie, mais qu'il n'y a pas de potentiel économique, c'est pas un business, d'accord? C'est pas un business. C'est une association caricative, c'est un hobby, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas un business. Donc, si vous voulez créer, développer un business, il vous faut un potentiel économique. D'accord? Donc, comment on génère des idées à partir de ça? Moi, je recommande de partir de ces passions. Donc, vous faites une liste de vos passions. Je vous recommande d'en noter au moins 10. Et typiquement, les 2, 3, 4 premières passions vont venir assez facilement. Et ensuite, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Donc, moi, je recommande vraiment d'aller chercher au fond de vous, d'aller racler au fond de votre âme pour trouver 10 passions. Et si vraiment vous en trouvez pas, eh bien vous pouvez mettre des choses que vous aimez sans pour autant que ce soit des passions. Et à partir de cette liste de passions, vous allez étudier le potentiel économique de chacune de ces passions pour avoir au moins 2 critères. Et ensuite, vous allez étudier vous allez déterminer si vous avez des compétences dans chacune de ces passions. Et vous allez essayer de trouver une passion dans laquelle vous allez identifier toutes les passions dans lesquelles il y a un potentiel économique et ensuite celles dans lesquelles vous avez des compétences. Et regardez s'il n'y a pas quelque chose qui est corrélé aux 3. Et si en plus, si dans tout ça, vous avez une passion qui est un ikigai, peut-être probablement que c'est là-dedans que vous devriez aller. D'accord? Peut-être. Mais dans tous les cas, parmi tous ces critères, le plus important, c'est le potentiel économique. Donc, essayez de trouver une passion qui a aussi un potentiel économique. Même si vous n'êtes pas compétent dans le sujet, c'est pas grave. Vous pouvez avoir la démarche du débutant, comme l'élève historique de Blogueur Pro qui était longtemps le champion olympique, qui est Laurent Breillat, qui a le blog Apprendre la photo. Et quand il a démarré son blog, il n'y connaissait rien en photo. Et il a été extrêmement transparent sur ce sujet auprès de son audience. Il dit, voilà, moi, je suis débutant comme vous, on va apprendre ensemble et pas à pas. Et il en a fait une force en disant,
moi, mon gros avantage, c'est que je vais rencontrer les problèmes en même temps que vous et que du coup, je suis beaucoup plus connecté aux problèmes que vous rencontrez que quelqu'un qui a 20, 30 ans d'expérience et qui a complètement oublié ce que c'est que de démarrer, qui en plus a démarré dans la photo avec du matériel qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Probablement à l'époque, c'était du matériel analogique. Donc, c'est même pas probablement, c'est sûr. Donc voilà. Donc voilà. Notez passion, potentiel économique. Et c'est même possible de démarrer dans un domaine qui vous passionne pas, s'il a du potentiel économique. C'est pas ce que je recommande parce que vous avez davantage de risques de vous démotiver parce que l'abandon, c'est le premier facteur d'échec. Et c'est plus difficile de s'accrocher quand on n'est pas passionné par le domaine. Mais c'est possible. Dans mes élèves, il y a par exemple Romain du blog Star en maths, sur lequel il enseigne les mathématiques. Les maths, c'est pas du tout sa passion, mais c'est pas non plus quelque chose qu'il est. Tu vois, c'est juste quelque chose dont il est compétent là-dedans, mais c'est un plus, quoi. Voilà. Il a un business aujourd'hui qui tourne très bien et qui lui permet d'avoir une bonne qualité de vie. Je crois qu'il travaille 20 heures par semaine, si je me rappelle bien, en enseignant les maths. Donc voilà, c'est une possibilité aussi. C'est super intéressant, Olivier. Alors peut-être que on pourrait aussi dire que pour trouver s'il y a un marché par rapport à une passion qu'on pourrait avoir, eh bien, on a un super outil en fait qui s'appelle YouTube et qui permet d'aller voir s'il y a déjà des chaînes YouTube sur le sujet et si ça intéresse un certain nombre de personnes. Et si ce n'est pas le cas en francophonie, allez voir chez nos amis américains s'il n'y a pas des chaînes qui parlent déjà de ce sujet-là. Et ça donnera déjà un peu une idée de voir est-ce qu'il y a un marché, est-ce que je suis le seul à m'intéresser à ce sujet ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui s'intéressent à ça. Un autre truc qui peut aider aussi, c'est peut-être d'aller sur Amazon et voir s'il y a des livres qui ont été publiés sur le sujet et peut-être que si ces livres sont dans les 10 000 premières ventes sur Amazon, quoi. Voilà, il y a à peu près une vingtaine de critères qui est possible de regarder pour faire son étude de marché de chez soi. Effectivement, ça en fait partie. L'existence de confrères et puis les ventes sur Amazon. Ouais. Il y a aussi est-ce qu'il y a des formes de discussion, est-ce qu'il y a des pubs quand on fait des recherches autour du sujet sur les moteurs de recherche, parce que quand il y a des pubs, c'est qu'il y a des annonceurs qui payent, donc normalement ils gagnent de l'argent, etc., etc. Super, Olivier. Alors justement, maintenant que tu m'as bien coaché, que je sais, j'ai trouvé le sujet de mon blog, de ma chaîne YouTube, je sens qu'il y a un marché pour ça. Je vais me lancer, mais il y a quand même un truc qui me titille. J'aimerais savoir comment on fait pour gagner sa vie, comment on fait pour monétiser, comment on fait pour justement faire rentrer de l'argent quand on a un blog, quand on a une chaîne YouTube. Est-ce que tu peux donner un peu plus d'informations là-dessus? Oui, bien sûr. Donc, une fois que le sujet a été identifié, vous allez commencer à créer du contenu autour de ce sujet-là dans le but d'aider les gens à résoudre leurs problèmes, frustrations et à s'améliorer dans le domaine en question. Et du coup, ça, c'est la magie du business model. C'est ce que je partageais tout à l'heure avec l'entonnoir. C'est que forcément, comme vous allez publier du contenu qui va s'adresser à ces gens-là, vous allez attirer ces gens-là. Pour prendre un exemple concret, si je suis prof de judo et que je commence à écrire des articles, faire des podcasts et faire des vidéos sur comment être un meilleur judoka, forcément, les gens qui vont regarder mon contenu, ça va pas être des passionnés de courses de Amsterdam du Mexique, tu vois. Enfin, peut-être, mais bon, ils vont tomber là-dessus par hasard. Forcément, les gens qui vont regarder mon contenu, ils sont intéressés par le judo. C'est automatique. Et je dirais même, c'est automagique, tu vois, ça filtre automatiquement. Donc, c'est le gros avantage, c'est que tu te constitues une audience qualifiée, pas des touristes. Et souvent, avec cette approche-là, l'audience va être beaucoup plus faible que si tu as une démarche d'influenceur où en général, tu vas plutôt partager du contenu qui est humoristique, mais pas seulement, mais humoristique ou qui fait rêver, tu vois, des trucs comme ça. Mais tu vas avoir une audience qui est pas très qualifiée en fait, parce que tout le monde a envie de rigoler, tout le monde a envie de rêver, tu vois. C'est pas un critère qui va filtrer les gens vraiment. Tandis que là, tu parles d'un truc qui attire que les gens qui sont intéressés par ton sujet. Et ça, c'est la première étape. Donc, très important à comprendre, tu te constitues une petite audience, mais une audience qualifiée. Ce qui vaut de l'or, Parce que les infopreneurs ont une audience plus petite que les influenceurs, pardon. Mais les infopreneurs ils gagnent de l'argent, une valeur par visiteur, par lead, par contenu consommé qui est largement supérieure à celle des influenceurs. D'accord? C'est-à-dire qu'à trafic égal, un infopreneur va gagner beaucoup plus d'argent qu'un influenceur. Et je vais revenir là-dessus après pourquoi. Donc, la deuxième étape de l'entonnoir, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est d'inviter les gens à s'inscrire à sa mailing list. Pourquoi? Parce que c'est le seul canal de communication qui vous appartient avec votre blog, d'accord? Il y a personne qui peut vous retirer votre liste email. C'est quasiment impossible de censurer une liste email, en fait, parce que s'il y a un logiciel de gestion de liste email qui vous vire, vous pouvez importer votre liste dans un autre logiciel. Voilà. Problème réglé, question suivante. Donc, vous pouvez pas vous faire déplatformer, en fait. Et ça, c'est extrêmement important. Et encore aujourd'hui,
eh bien, l'email, ça reste le moyen de communication le plus efficace en termes de pourcentage de gens qui vont agir. C'est-à-dire que je préfère avoir 1000 personnes dans une mailing list que 1000 fans sur Facebook, 1000 abonnés sur YouTube, 1000 followers sur Instagram, etc., etc. Parce qu'il y aura plus de gens qui vont répondre à mes appels à l'action, c'est-à-dire, voilà, cliquez là, allez voir ce contenu, achetez mon produit, etc., etc., sur un email, sur 1000 personnes qui sont inscrites par email que sur 1000 personnes qui sont sur YouTube. Ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser que ça, mais que vraiment, si vous vous privez de ça, vous avez un risque de vous faire déplatformer. Vous êtes toujours lié au changement d'algorithme et en plus, vous êtes moins efficace. Donc voilà. Et la troisième étape, c'est de proposer un produit qui va répondre aux besoins de ces gens. Et donc, je reprends mon exemple sur le judo. Et d'ailleurs, juste petite parenthèse, il y a des tas de gens qui doivent se dire, mais mon Dieu, enseigner le judo sur le web, mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible, c'est complètement possible. J'ai plusieurs exemples d'élèves qui enseignent des trucs complètement physiques sur le web et ça passe très bien. Des profs de danse. Là, dans les études de cas cette année, on aura quelqu'un qui est dans le jardinage, par exemple. On a quelqu'un qui est dans l'alpinisme aussi. Vraiment, ça pose pas de problème dans ces trucs physiques. L'idée, c'est de créer vous pouvez vendre des produits physiques, vous pouvez vendre des prestations, vous pouvez vendre des événements physiques, mais vraiment, ce que je recommande, ce qui est le mieux, c'est les produits numériques. Donc, livres numériques ou formation en ligne, parce que c'est là où il y a la meilleure marge. C'est facile à créer. C'est une continuation directe des compétences que vous allez développer en développant votre blog, votre chaîne YouTube et tout l'écosystème. Et ça vous permet de scaler facilement parce que vous n'avez pas besoin de créer quelque chose de physique. Et vous pouvez, vous avez une bonne marge et tout ça. Donc, typiquement, ce que je recommande, c'est de créer une formation qui va aider votre audience à résoudre son plus gros problème et sa plus grosse frustration, tout simplement. Et donc, comment vous faites pour savoir ça? Vous demandez à votre audience. C'est aussi un des gros avantages de créer son audience. C'est qu'au bout d'un moment, vous pouvez leur dire « Hey, voilà, ça fait quelques mois que je vous enseigne comment devenir meilleur judoka. Quelle est aujourd'hui la plus grosse frustration, le plus gros problème que vous rencontrez dans votre démarche pour devenir un meilleur judoka ?» Et les gens, ils vont vous dire « Voilà, c'est ça. » Et vous n'avez plus qu'à créer une formation qui va aider les gens à dépasser ça. Donc, je sais pas ce que ça peut être. Ça peut être comment passer ses ceintures noires en moins de 2 ans, comment gagner son premier championnat régional en moins de 6 mois, etc., etc. Vous voyez, quelque chose avec une promesse qui fait que les gens vont se dire « Ah, ok, c'est exactement le problème que j'ai. Ok, je suis motivé, je m'inscris. » Merci Olivier, je suis vraiment soufflé de voir toutes les possibilités qu'il y a avec la monétisation, hein. Donc c'est chouette en fait de voir que quand on a un blog, une chaîne YouTube, on a vraiment énormément de possibilités aujourd'hui sur Internet. Il n'y a pas que la monétisation à laquelle tout le monde pense peut-être en premier, qui est d'activer la monétisation sur sa chaîne YouTube. Oui, en fait, d'ailleurs, si Ouais, tu me permets, justement, je voulais comparer ça avec les influenceurs. Pourquoi on a une valeur par visite, par vue, qui est largement supérieure en tant qu'infopreneur? C'est parce que on est beaucoup plus près de la valeur générée pour les clients, en fait. Les influenceurs, ils sont très en amont de la chaîne parce que ils gagnent de l'argent sur les pubs qui sont placées pour vendre des produits. Donc, en fait, ils sont quelque part indirectement, ils vendent des produits, mais c'est pas eux qui les ont créés et ils sont juste un petit maillon dans toute la chaîne qui amène à la vente du produit à la fin. C'est pour ça qu'ils gagnent des cacahuètes par rapport à ce que le produit vend. Et il faut bien comprendre aussi que les annonceurs ne feraient pas de pub si c'était pas rentable. D'accord? Donc, ça veut dire que forcément, les influenceurs sont payés moins que ce que ça rapporte. C'est obligatoire. Donc, c'est ce qui fait que les influenceurs on gagne moins d'argent par vue, par visite que les infopreneurs. Super. Alors, je voudrais terminer cette interview où vraiment, je te remercie pour tout ce que tu partages avec nous, hein, ça a énormément de valeur. Je voudrais terminer avec justement une question sur la croissance, hein. Je sais que toi, tu as des objectifs de croissance qui sont impressionnants. Et donc, justement, quels seraient pour toi les conseils justement de croissance pour un blog, une chaîne YouTube? Qu'est-ce que tu mettrais en place? Alors, pour le trafic ou pour le business? Pour le trafic. Pour le trafic, ok. Bon, déjà, publier du contenu régulièrement, ça c'est évident. Jamais descendre en dessous d'un contenu par semaine, hein, c'est vraiment le minimum syndical. Et si possible, publier plus régulièrement que ça. Donc, faire tous les formats possibles, ça c'est sûr. Et puis, aller se challenger un peu, essayer de trouver des nouveaux formats, aller rencontrer des collègues, faire des partenariats. Ne pas hésiter aussi, même si mon approche est avant tout organique, à faire un petit peu de boost, de publicité. On peut en trouvant les bons trucs, on peut booster un peu son contenu pour pas très cher aujourd'hui, même si les prix ont tendance à augmenter. Et surtout être dans une démarche de création de contenu de qualité.
Tu vois, dans Blogueur Pro, j'enseigne comment créer du contenu, ce que j'appelle ciselé à leur fin. C'est un peu du contenu pilier. Et de temps en temps, je dis pas que ça doit être tout le temps, mais de temps en temps, vous allez faire une recherche, une démarche, tu vois, avec la méthode Avalanche que je sais que tu as très apprécié, où vous allez essayer de trouver des mots-clés où il y a un volume de trafic intéressant et pas beaucoup de compétition. Une fois que vous avez trouvé ces mots-clés-là, vous allez vous dire, OK, je vais me positionner là-dessus. Et la clé pour se positionner là-dessus, c'est de créer du contenu d'une qualité démentielle, qui fait que ça va devenir une référence sur ce sujet-là. Donc, je reviens sur le judo. Admettons que vous remarquiez qu'il y a un mot-clé qui a un potentiel intéressant, ça va être la planchette japonaise. La planchette japonaise, c'est une prise de judo qui est assez compliquée, qui est un peu le cimetière des débutants. C'est un peu comme le barré à la guitare, toi qui connais la guitare, tu vois. C'est vraiment, quand tu sais bien la faire, tu as franchi un cap, tu vois. Donc, admettons que vous disiez, ah ouais, il n'y a pas beaucoup de concurrents là qui sont positionnés là-dessus, il y a un volume de trafic intéressant. Eh ben, je vais faire le contenu ultime sur le sujet. Donc, je vais passer des heures et des heures, peut-être 3, 4 fois plus de temps, ça peut être plus que d'habitude sur ce contenu, pour en faire le truc de référent où tout le monde va dire « Ah, bah si tu veux apprendre à faire une planchette japonaise, tu vas avoir ce contenu qui a été fait par Olivier Roland ou par Jean Dubois, prof de judo. » Tu vois. Et bien sûr, l'idée, c'est d'en faire un article incroyable que tout le monde va se partager, qui va devenir la référence, une vidéo incroyable, etc., etc. Puis tu peux intégrer la vidéo dans l'article pour que ça soit vraiment un tout, etc., etc. Et avec ça, tu pars sur des bases solides et sur un truc qui probablement dans 10 ans sera toujours une référence que tu pourras mettre à jour une fois tous les 2 ans pour pas que ça soit obsolète. Alors bien sûr, tu peux mettre à jour l'article, tu peux pas mettre à jour la vidéo. Ce que tu peux faire, c'est créer une nouvelle vidéo tous les 2 ans. Ça, c'est un des problèmes de la vidéo par rapport au blog, aux articles. Mais voilà, avec cette stratégie, il y a moyen que tu crées vraiment. En fait, ce qui est génial, c'est que tu te crées des assets. Tu vois, maintenant, je parle comme Van Damme, comme on dit en français déjà. Tu te crées des actifs. Tu crées des actifs qui travaillent pour toi et qui vont travailler pour toi dans les mois et les années à venir. Ouais, j'adore ça et surtout que ces actifs ils sont créés sur une vraie valeur que tu vas partager avec les personnes qui veulent résoudre des problèmes, qui veulent progresser par rapport à une discipline. Et donc c'est vraiment le fondement de Blogueur Pro, cette qualité de contenu. Et donc je trouve que ça c'est vraiment quelque chose qui est porteur voilà, qui est vraiment quelque part une motivation intense. Et moi c'est ce qui m'a vraiment conquis, si tu veux, dans ta formation Blogueur Pro. C'est vraiment cet objectif de partir sur du contenu de qualité pour que ce soit pérenne pendant des années après, comme tu dis, que ce soit un vrai actif. Mais écoute, vraiment, merci Olivier pour tout ça. Alors, et on se voit bientôt. Ciao Olivier et merci pour tout. Merci à toi. Merci à vous. Ciao, ciao.